Le cri déchire le rivage comme une sirène. Au secours! Il a pris mon enfant! Il a pris mon enfant! C'est une chaude nuit de juin au Grand Floridien de Disney. Les feux d'artifice illuminent le ciel. La lagune brille, noire comme du verre. Les familles s'arrêtent, confuses, jusqu'à ce que l'eau éclate. Une forme, basse, blindée, préhistorique, se déplace latéralement et disparaît, entraînant un enfant de 2 ans dans l'obscurité. Son père se jette à l'eau, les mains saisissent le vide. Éclaboussure, cri, un sauveteur court-pied, nu sur le sable trop mou pour le soutenir. Le rivage se transforme en un tourbillon de lumière, de téléphone et de terreur. Puis, silence. Aucune ondulation, aucune bulle. Juste le recul de ce que tout le monde a entendu. Une seule éclaboussure, une seule gorgée, et le nom d'un enfant crié dans une lagune qui ne répond pas. La musique du Magic Kingdom s'étend sur l'eau. Quelque part en dessous, la nuit a déjà décidé. Le Grand Floridien brillait cette nuit-là. Ses tourelles victoriennes blanches scintillaient sous les feux d'artifice du Magic Kingdom. Les familles se promenaient sur les sentiers, tenant des cornets de glace et des verres souvenirs. L'air vibrait de cette promesse de Disney. Ici, rien de mal ne peut arriver. Sur la plage de Seven Seas Lagoon, la famille Graves du Nebraska s'était installée pour regarder le spectacle pyrotechnique. Les parents, Matt et Melissa, avaient Lane entre eux, 2 ans, cheveux de blond captant la lumière, enfonçant ses petits pieds dans le sable. La lagune léchait doucement le rivage, basse, invitante. Il y avait des panneaux, interdiction de nager, mais ils ne préviennent pas de ce qui se cache dessous. Aucune mention des caïmans, aucun indice que l'eau sombre n'était pas vide. Lane pataugeait dans l'eau peu profonde, se penchant pour ramasser des poignées de sable mouillé dans son petit seau en plastique. Matt était à quelques pas, les yeux oscillant entre son fils et le ciel illuminé. L'air chaud de Floride était immobile, ce genre de calme qui vous fait oublier à quelle vitesse il peut se briser. Il ne l'avait pas entendu, il ne l'avait pas vu, mais juste au-delà du seau, 2 yeux ambrés s'étaient fixés sur Lane, et il s'approchait tantôt. La surface de la lagune était comme du verre noir sous les feux d'artifice, ondulée seulement là où les petites mains de Lane la troublaient. Un peu plus loin de cette zone innocente d'éclaboussure, l'eau gonflait, silencieuse, calculée. Dans l'esprit du prédateur, il n'y avait ni confusion, ni hésitation. L'instinct régnait, un éclair de queue, une explosion de muscles, et le caïman américain bondit hors des eaux peu profondes, avec une vitesse qui brisa le calme. Matt ne put à peine enregistrer le mouvement. Un éclat de peau écailleuse, un violent tourbillon d'eau, avant que les mâchoires ne se referment autour de son fils. Le son n'était pas un rugissement, c'était un craquement nauséabond, ce genre de bruit qui passe outre les oreilles et frappe directement l'estomac. Lane fut arraché des pieds si rapidement que le seau et la pelle qu'il tenait tombèrent à plusieurs mètres de distance, engloutis par l'eau. La tête du crocodile oscilla, traînant le garçon vers des eaux plus profondes dans un houn. Le choc dura moins qu'un clignement d'œil. Matt Graves était déjà dans l'eau, luttant en avant dans l'obscurité où son fils avait disparu. La lagune semblait insondable, la boue lui tirant les jambes comme pour l'empêcher d'atteindre Lane. Il pouvait encore voir de faibles ondulations devant lui, des signes de mouvement, des signes que son fils était là. Il plongea, les bras se mouvant à travers l'eau trouble, les doigts attrapant le vide à part de l'eau. Le crocodile était maintenant invisible, disparu dans son élément, son énorme corps se tordant avec une précision experte, juste hors de vue. « Lane !» Sa voix déchira la nuit, un rugissement désespéré englouti par la lagune.
Il replongea, les poumons en feu, essayant d'attraper n'importe quoi, peau, cheveux, tissus. Mais la créature se déplaçait déjà plus profondément, plus vite. Chaque seconde semblait une heure. Les feux d'artifice continuaient d'exploser au-dessus de lui dans un contraste grotesque, projetant des éclats de rouge et d'or sur l'eau. Puis vint le silence, pas d'éclaboussure, pas d'ondulation, juste la lourde, étouffante conscience qui oppressait la poitrine de Matt. Le crocodile ne remonterait pas à la surface, pas avec sa proie vivante, mais Matt refusa d'abandonner. Même lorsque le froid le mordait, il continua de plonger dans l'obscurité, poursuivant un fils qui glissait déjà hors de sa portée. Le chaos autour du rivage se dissipa dans un silence étrange et étouffant. Les éclaboussures avaient cessé. Le caïman avait disparu. Et Lane aussi. Matt sortit de l'eau en titubant, haletant, les yeux scrutant chaque centimètre de la surface noire. Il se répétait sans cesse qu'il verrait une petite tête émerger, qu'il entendrait une petite voix appeler « Papa ». Mais la lagune ne lui offrait rien, seulement le lent et moqueur léchage de l'eau sur le sable. Mélissa s'accrocha au bras de son mari, la voix brisée par des sanglots irréguliers. « Où est-il ? Où est mon enfant ?» À quelques pas, un autre invité restait immobile, le téléphone lâche dans la main. Un enfant proche murmura à sa mère. Que s'est-il passé avec le garçon ? Mais personne ne répondit. L'air était chargé de terreur. Cette parfaite nuit d'été de contes de fées Disney s'était transformée en quelque chose d'étrange, de dangereux. Quelque part sous cette eau immobile, le prédateur se cachait, silencieux, patient, accroché à ce qu'il avait pris. La poitrine de Matt se soulevait avec difficulté, les yeux fixés sur la lagune sombre. Ses muscles criaient que la lutte, mais son esprit cherchait déjà une autre voie, une autre possibilité pour récupérer son fils. Le cauchemar n'était pas terminé. Il était seulement devenu silencieux. Trop silencieux. Au moment où l'horreur de Von Golros devenue évidente, la scène a explosé en mouvement. Les invités criaient, les membres de l'équipe criaient dans les radios. Quelqu'un a crié « Appelez le 911, maintenant !» Matt était de nouveau dans l'eau, jusqu'à la poitrine, plongeant, émergeant haletant, puis replongeant. Il ne se souciait plus du crocodile. S'il revenait, il pourrait aussi l'attraper. La seule chose qui comptait était de trouver Lane. Mélissa était à genoux sur le sable, les mains tremblaient, si violemment qu'elle pouvait à peine appuyer sur l'écran du téléphone. Son appel au service d'urgence sortait en fragments hachés. « Mon fils, l'eau, un caïman s'il vous plaît. » Un sauveteur accourut depuis la piscine voisine, scrutant la lagune avec une lampe torche. Le faisceau étroit dansait sur les ondulations noires, ne révélant que la surface vide. Le crocodile avait disparu dans l'eau trouble, tout comme Lane. Les invités se sont retirés, partagés entre l'envie d'aider et la peur primitive que ceux qui se trouvaient là-dedans puissent attaquer de nouveau. Certains serraient leurs enfants dans leurs bras. D'autres regardaient simplement, pâles et silencieux, tandis que la réalité s'imposait. Ce n'était pas un accident, c'était une chasse. Dans ces premières minutes frénétiques, l'espoir flottait encore dans l'air, mais il s'est rapidement estompé. Le soleil s'était déjà complètement couché et la Seven Seas Lagoon était devenue une étendue infinie de verre noir. Les légères vagues qui, quelques minutes plus tôt, léchaient innocemment la plage, semblaient maintenant sinistres, cachant quelque chose de froid, patient et ancien sous la surface. Les lumières d'urgence clignotaient en rouge au-dessus de l'eau, tandis que les premiers assistants du shérif arrivaient. Leur radio crépitait avec une urgence à peine entendue. Enfants dans l'eau, attaque de caïman, position inconnue. Les embarcations de secours s'enfonçaient dans l'obscurité. Leurs moteurs rugissaient doucement. Les phares balayaient en de larges arcs,
ne révélant que des fragments. Une feuille de palmier flottante, le faible reflet d'un œil disparaissant au moment où le faisceau de lumière l'atteignait. Quelque part là-bas, le prédateur rôdait encore. Sur la rive, le personnel de Disney commença à faire reculer les invités, formant un cordon pour les tenir éloignés du bord de l'eau. Mais la famille Graves resta. Le short de Matt était lourd des eaux de la lagune, son visage pâle, les bras marqués par des égratignures, là où la queue du caïman l'avait frappé. Il refusait de s'éloigner de plus de quelques mètres du point où Lane avait été entraîné sous l'eau. L'air était dense, humide et immobile. Chaque minute qui passait rendait les chances plus sombres. Lane était là dehors, mais aussi le caïman, et aucun des deux n'était réapparu à la surface. La lagune s'était bien transformée en une scène de crime. Les shérifs adjoints et les agents de Florida Fish and Wildlife se dispersaient le long de la ligne d'eau, armés de bâtons, de harpons et de fusils. Le plan était sombre. Trouver l'alligator, le tuer et récupérer le garçon, vivant s'il y avait encore une chance. L'alligator pouvait être n'importe où. Dans une eau aussi sombre, même un prédateur de 3 mètres pouvait disparaître à quelques centimètres. Les bateaux de recherche avançaient lentement, en passage calculé, leurs phares perçant la nuit comme des lames. Toutes les quelques secondes, une lumière captait quelque chose, une vague trop délibérée, une forme juste sous la surface, et l'adrénaline montait pour se dissiper dans le vide. Des pièges étaient posés, des appâts de poulet cru, dont l'odeur devait attirer le reptile à une erreur fatale. Les agents en bottes de pêche entraient dans les eaux peu profondes. Les bottes s'enfonçaient dans la vase molle. L'eau noire montait jusqu'aux hanches. Chaque pas était un acte de foi. Ils savaient que l'alligator pouvait être juste en dessous d'eux. Sur la rive, la famille Graves restait immobile, les visages éclairés par l'éclat intense des lumières d'urgence. Le silence était lourd, interrompu seulement par le sifflement des radios et le bourdonnement lointain de la musique du complexe qui résonnait encore quelque part, indifférente et à l'horreur. La chasse avait commencé, et le temps était impitoyable. L'enquête est entrée dans sa phase la plus dangereuse. Les plongeurs ont reçu l'ordre de s'immerger dans les eaux noires, remplies de prédateurs. Ces hommes connaissaient que le risque. Les caïmans américains ne se contentent pas de se cacher. Ils tendent des embuscades, et dans des eaux comme celle-ci, il n'y aurait aucun avertissement. La lagune les a engloutis presque instantanément. Leurs lampes frontales projetaient en des tunnels étroits de lumière à travers le tourbillon, ne révélant qu'une brume de limon en suspension et des éclats de poissons pâles qui disparaissaient. Chaque frôlement d'algues contre leurs bras déclenchait une décharge d'adrénaline. Quelque part dans cette obscurité, une mâchoire puissante, capable d'écraser un os en quelques secondes, pouvait être à l'affût. À la surface, les observateurs scrutaient à la recherche de mouvements, ondulations, un museau, une ombre trop grande pour être un poisson. La voix d'un officier s'est brisée à la radio. Nous avons des yeux dans le coin ouest. Chaque cœur s'est arrêté. Les bateaux de recherche se sont approchés. Moteur au minimum pour ne pas effrayer ce qui que ce soit qui se trouvait là. Mais quand la lumière a éclairé, ce n'était pas Lane. Ce n'était même pas le caïman. Juste une branche flottante, se moquant des hommes qui savaient que le temps était compté. Et pourtant, ils ont continué à s'enfoncer plus profondément dans l'eau, chaque minute apportant avec elle la vérité non dite. Si Lane était là dehors, son petit corps n'aurait aucune chance d'échapper à ce qui se cachait en dessous. Le sauvetage devenait une récupération. Il venait de passer midi lorsque les radios éclatèrent enfin avec les mots que tous avaient tant prié et redouté. Nous l'avons trouvé. Un plongeur émergea lentement,
le langage corporel lourd. Entre ses bras, enveloppé soigneusement dans un drap blanc, se trouvait la petite silhouette immobile de Lane Graves. La lagune était silencieuse. Aucun bruit, à part le clapotis de l'eau contre le bateau de secours. Même les oiseaux semblaient s'être tus, comme si la nature elle-même comprenait la gravité de ce qui venait d'être découvert. Lane avait été localisé près du fond, non loin du lieu de l'attaque, caché dans un seau de profondeur peu profond, où l'eau trouble dissimulait tout ce qui se trouvait en dessous. C'était précisément l'endroit où l'alligator l'avait traîné dans les secondes frénétiques après l'enlèvement. L'instinct naturel d'un prédateur de cacher sa proie sous l'eau jusqu'à être sûr de pouvoir la consommer. Les sauveteurs manipulèrent l'enfant avec révérence, leur voix chuchotée. Un officier ôta son chapeau, les yeux vitreux. Il l'avait trouvé intact, mais les marques laissées racontaient une histoire glaçante, de force, de vitesse et de puissance écrasante. La mission était terminée, mais la lagune semblait encore une blessure ouverte. La récupération avait apporté des réponses, mais avait aussi cristallisé l'horreur de cette nuit. Lorsque Matt et Melissa Graves ont été informés qu'ils avaient retrouvé leur fils, ce n'est pas un soulagement qui les a envahis, mais le poids écrasant de la réalité. Pendant près de 16 heures, ils s'étaient accrochés à un mince espoir que Lane puisse être vivant d'une manière ou d'une autre. Maintenant, cet espoir s'était évanoui. Ils ont été conduits dans une pièce calme et privée, loin de la presse, loin de la foule qui profitait encore des vacances à quelques centaines de mètres. Un drap blanc recouvrait un petit corps sur une civière. La pièce semblait figée dans le temps. Chaque mouvement était délibéré, chaque respiration audible. Melissa est tombée à genoux au moment où elle l'a vu, ses sanglots résonnant contre les murs. Matt, stoïque toute la nuit, s'est également effondré, les mains tremblantes, en lui écartant les cheveux du front. La réalité était insupportable. Le visage de leur petit était immobile, les yeux fermés pour toujours. Aucun parent ne devrait voir son enfant ainsi, encore vêtu des vêtements de cette nuit-là, ses petites chaussures encore humides. Le seul son était Melissa chuchotant. « Je suis tellement désolée, mon chéri. Je suis tellement désolée. » À ce moment-là, le monde extérieur a cessé d'exister. Les lumières de l'endroit le plus heureux de la Terre pouvaient encore briller. Mais pour la famille Graves, tout était devenu sombre. Des semaines après la mort de Lane, les prairies soignées du Grand Floridien accueillaient une nouvelle et inquiétante addition. Une petite statue d'un phare, blanche et immaculée, située au bord de la lagune. Disney la définissait comme un hommage. Pour Matt et Melissa Graves, c'était à la fois un symbole de la lumière de leur fils et un souvenir de l'obscurité qui l'a emporté. Le mémorial était silencieux, discret. Les touristes le traversaient chaque jour, certains s'arrêtaient pour lire la plaque, d'autres passaient, rapidement, réticents à s'attarder sur la tragédie au milieu de leurs vacances. Mais pour ceux qui le connaissaient, ce phare ne marquait pas seulement un lieu, il marquait le moment où l'innocence a été perdue, sur la propriété de Disney. Disney a agi rapidement après l'attaque, érigeant des clôtures, installant des panneaux, interdiction de nager et attention aux alligators, et remodelant le rivage. C'était une admission silencieuse que ce qui était arrivé à Lane aurait pu être évité. Le jour de la dédicace, la famille Graves est restée unie, se soutenant mutuellement tandis que le soleil de Floride brillait intensément. Ils ne parlèrent pas beaucoup. Il n'y avait pas de mots, capables de combler le vide laissé derrière. Le phare brillait à la lumière du jour. Son ombre s'étendait juste au-dessus de l'endroit où un enfant avait été arraché. Et tous les présents savaient, ce mémorial n'aurait jamais dû exister.